Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Etc, votre rendez-vous mensuel pour décrypter l'actualité juridique et patrimoniale. Et pour ce 8e numéro déjà, on évoque l'encadrement de l'activité agricole et la gestion du foncier rural. Et là, on va évidemment toucher, vous l'avez compris, à la question de la souveraineté alimentaire, qui est un concept qui suppose évidemment une capacité d'accès aux ressources, les semences, l'eau, le foncier, qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Et si on semble finalement découvrir ce besoin ces derniers temps, eh bien le législateur français, lui, il édicte depuis maintenant plusieurs décennies des réglementations dans le but de protéger, de promouvoir l'agriculture et ainsi de préserver cette souveraineté alimentaire. On va y revenir dans un instant avec nos deux premiers invités. Et puis vous retrouverez bien sûr vos rubriques habituelles, le droit des affaires, le droit de la famille. On parlera de formation également tout à l'heure. Et puis nous aurons d'autres cours d'histoire et on terminera par les réponses à vos questions. D'abord donc notre dossier du mois. Et pour ce dossier du mois, j'accueille Marc. Bonjour Marc. Bonjour Stéphane. Et bonjour Denis. Bonjour Stéphane. Soyez les bienvenus sur le plateau. Vous êtes habitués maintenant. Oui. Voilà, Marc, directeur donc du Cridon Ouest, et Denis, juriste consultant au pôle immobilier. Alors, il y a deux dispositifs sur lesquels j'aimerais qu'on insiste. D'abord, le contrôle des structures, parce que tout exploitant doit être administrativement autorisé à exploiter. Et puis, afin de préserver les terres agricoles, le législateur a créé les SAFER. Les SAFER dont les prérogatives d'ailleurs impactent fortement la pratique notariale en matière de vente immobilière. On va y revenir dans un instant. Marc, d'abord, c'est quoi le contrôle des structures ? Alors le législateur, depuis très longtemps, a édicté un dispositif destiné à encadrer l'utilisation du foncier rural. Le contrôle des structures est une émanation de l'ancienne réglementation des cumuls, qui date d'une ordonnance de 1958. Le législateur a pour volonté d'encadrer le bon usage des terres et la taille des exploitations. Il souhaite finalement une agriculture rentable et préserver des exploitations de type familial. C'est vraiment une procédure exclusivement administrative. Absolument. Ouais. Le contrôle des structures consiste en un droit d'exploiter, une autorisation délivrée par le préfet de région pour tout exploitant, à peine de sanctions administratives, civiles et économiques. Donc il y a une dissociation à faire ? Il est absolument essentiel de dissocier l'autorisation d'exploiter du droit privé de jouissance. En d'autres termes, l'exploitant qui aurait obtenu une autorisation d'exploiter ne peut en aucun cas imposer à un propriétaire de terres agricoles, d'immeubles agricoles, de lui consentir un bail ou de lui vendre ses terres. Denis, si la procédure elle est exclusivement administrative, est-ce que ça a une influence sur la pratique notariale ? Alors oui, le notaire, certes, c'est pas lui qui va gérer la procédure de demande d'autorisation d'exploiter. En revanche, cette autorisation, c'est un élément de validité du bail rural. Et donc, le bail n'est pas valable si le preneur n'a pas cette autorisation. Ça implique que le préfet de région, la SAFER ou encore le bailleur peuvent demander l'annulation du bail s'il n'y a pas cette autorisation. Donc le notaire doit bien vérifier l'existence de cette autorisation. On ne peut pas subordonner la rédaction du bail à l'obtention de l'autorisation d'exploiter. Non, alors il y a plusieurs hypothèses qui sont envisagées. La première, ce serait de mettre une condition suspensive d'obtention de cette autorisation. La difficulté, c'est qu'une condition suspensive ne peut porter que sur un élément extérieur au contrat. Or, comme on vient de l'évoquer, l'autorisation administrative est un élément de validité du contrat. Donc la condition suspensive ne serait pas valable, le contrat non plus. On pourrait demander l'annulation tant de la condition suspensive que du bail. La deuxième hypothèse, ce serait de faire une promesse de bail ne valant pas bail. Dans cette hypothèse-là, on va faire naître le bail au moment de l'autorisation, enfin de l'obtention de l'autorisation administrative. C'est de la fiction. C'est de la fiction, c'est un peu plus envisageable. La difficulté, c'est que ça ne correspond pas à la pratique agricole, parce que bien souvent, quand on va établir le bail, l'exploitant est déjà sur place, il a commencé à exploiter, et donc ça veut dire qu'on fait une promesse de bail sur un bail qui est déjà en cours d'exécution, ce qui ne correspond à rien. Donc en conclusion, il faut nécessairement avoir cette autorisation au moment de la conclusion du bail. Est-ce que le contrôle des structures, c'est le seul outil qui permette finalement à l'administration de contrôler l'usage de l'espace agricole ?
Non, c'est là où justement le législateur a créé les SAFER par une loi d'orientation agricole le 5 août 1960. La SAFER a cet objectif justement de permettre un meilleur aménagement agricole, de favoriser l'exploitation, la production agricole et favoriser les jeunes dans ce domaine-là. C'est quoi SAFER? Ça veut dire quoi SAFER? Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. C'est une société anonyme, sans but lucratif, et il y a une mission d'intérêt général qui est faite sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances. Et là, aujourd'hui, elles ont un ressort plutôt régional. Tout à fait, exactement. Il y a un ressort régional. Les notaires les connaissent, les SAFER? Tout à fait. Les notaires connaissent les SAFER parce que dans le cas des aliénations, dans le domaine rural, eh bien, les SAFER vont bénéficier de droits de préemption. Donc, le notaire devra les contacter pour purger ce droit de préemption, mais même lorsqu'il n'y a pas de droit de préemption, il peut y avoir une notification qui est obligatoire auprès de la SAFER et donc le notaire doit la réaliser. Et Marc, quelles sont finalement les opérations qui obligent à purger le droit de préemption de la SAFER alors? Alors de manière très classique, le champ d'application du droit de préemption va s'apprécier au regard de 3 éléments, les personnes bénéficiaires du droit, les biens aliénés et puis les opérations. Concernant les personnes, depuis la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014, les SAFER se voient reconnaître par principe un droit de préemption. Avant, elles n'avaient ce droit que sur le fondement d'un décret attributif. Pour les biens? Alors, concernant les biens aliénés, la loi d'avenir agricole, toujours, a précisé les contours du droit de préemption de la SAFER. Première distinction à opérer sur le fondement de l'article L143-1 du Code rural et de la pêche maritime. On va distinguer les terres nues des immeubles bâtis. Pour les terres nues, on va se préoccuper du zonage. Est-ce que mon terrain se trouve en zone agricole, en zone naturelle et ou forestière, ou en zone non urbanisée d'une agglomération? Dans ce cas, c'est un bien à vocation agricole. La SAFER a un droit de préemption. Si mon terrain se trouve dans une autre zone, zone à urbaniser, zone urbaine, dans ce cas-là, je dois rechercher l'usage de mon terrain. Et la SAFER n'a de droit de préemption que s'il y a une activité agricole effective exercée sur ce fonds. Il y a une distinction aussi pour les bâtiments? Alors pour les bâtiments, on retrouve cette distinction destination agricole, vocation agricole, mais on va l'appliquer différemment. Pour les bâtiments, on va d'abord regarder l'usage. Est-ce que mon bâtiment est affecté à une exploitation agricole? Auquel cas, c'est un bien agricole, la SAFER a un droit de préemption. Si mon immeuble n'est plus affecté à un usage agricole, je vais regarder 2 choses. Depuis combien de temps il n'est plus affecté à une activité agricole, si tant est qu'il l'était un jour, d'ailleurs. Et puis dans quelle zone je me trouve? Car si mon bâtiment se trouve dans une zone agricole, naturelle et ou forestière, non urbanisée, et que cela fait moins de 5 ans qu'il est désaffecté, c'est-à-dire plus attaché à une activité agricole, c'est un bien à vocation agricole. Là, ça fait un droit de préemption. Le délai de 5 ans est porté à 20 ans pour des bâtiments qui auraient été affectés à des cultures marines. D'accord. Et ce sont les seuls biens qui peuvent être préemptés? Alors la SAFER pourrait préempter les meubles, le matériel agricole, alors ce qu'on appelle en droit rural le cheptel vif et le cheptel mort, qui est attaché aux immeubles. Également les droits à paiement de base, qui sont une sorte de droits à produire. Et puis la SAFER a obtenu également un droit de préemption sur la cession de parts sociales, en tout cas dès lors que les parts sociales sont cédées en intégralité. Et quelles aliénations ouvrent le droit de préemption de la SAFER alors? Alors ça, effectivement, c'est le 3e critère. Là, le champ d'application du droit de préemption de la SAFER est extrêmement large. On y trouve les ventes, de gré à gré, les ventes par adjudication, les échanges, sauf certains échanges, les apports en société. On y trouve également, c'est assez rare, les donations. En tout cas, les donations qui seraient consenties à des personnes qui ne seraient pas parentes du donateur jusqu'au 6e degré. En revanche, les partages, par exemple, sont totalement exclus du droit de préemption de la SAFER. Est-ce que, Denis, la SAFER peut préempter si l'opération a pour objet un démembrement de propriété?
Alors oui, les SAFER ont obtenu un élargissement du droit de préemption aux aliénations à titre onéreux de la nue propriété et de l'usufruit. Pour la nue propriété, ça reste quand même très marginal parce qu'il y a 3 situations dans lesquelles il y a un droit de préemption. Il faut que la SAFER ait déjà l'usufruit, soit qu'elle l'acquiert concomitamment à la nue propriété, soit que la durée de l'usufruit restant soit inférieure à 2 ans. Donc ça reste très marginal. On peut déroger dans certains cas au droit de préemption de la SAFER, ça existe? Alors oui, tout à fait. Il y a des situations pour lesquelles il n'y a pas de droit de préemption. On peut penser par exemple aux parcelles boisées. Toutefois, pour les parcelles boisées, il y a 2 situations à bien noter. S'il y a déjà, si on a une autorisation de défrichement, tout à fait, ou si la superficie de la parcelle fait qu'il n'y a pas besoin d'autorisation de défrichement, dans ce cas-là, on reste concerné par le droit de préemption. On a d'autres situations, par exemple l'apport à un GFA familial, ou encore un échange qui a pour résultat un remembrement, ou encore par exemple l'aliénation d'un immeuble destiné à la construction d'une maison individuelle ou collective, ou encore pour une exploitation industrielle. Alors Marc, si le vendeur aliène un bien qui n'est soumis que pour partie au droit de préemption de la SAFER, est-ce que le droit là est maintenu? Alors la loi d'avenir agricole, toujours la même, 13 octobre 2014, a reconnu la possibilité à la SAFER d'exercer une préemption partielle. Or, dans 3 hypothèses, avec un postulat commun, cession de terres soumises au droit de préemption, plus cession de bâtiments d'exploitation ou du mobilier attaché, ou d'une maison d'habitation, ou encore de biens qui ne sont pas soumis à préemption. Dans cette hypothèse, alors, ça se passe comment? Alors la SAFER, on va faire une notification globale, et la SAFER peut répondre en disant que je n'achète qu'une partie du bien qui est cédé et pas l'intégralité de l'objet de la vente. En réponse, le vendeur peut dire ou exiger de la SAFER qu'elle achète l'intégralité du bien. S'il accepte la préemption partielle, c'est ça? Alors, soit il demande à la SAFER d'acquérir l'intégralité de ce qu'il souhaitait vendre, ou alors il peut accepter la préemption partielle, mais avec la possibilité de demander à la SAFER un prix supplémentaire, une indemnisation du préjudice subi. Et qui fixe ça alors dans ces cas-là? Alors, la première situation ou solution, ce serait de se mettre d'accord avec la SAFER sur le montant de l'indemnité. Et si la SAFER et le vendeur ne trouvent pas d'accord, c'est le juge judiciaire, tribunal judiciaire, qui fixera cette indemnité. Et lorsque le vendeur demande l'acquisition de l'ensemble, est-ce que la SAFER peut discuter ou pas du prix? Alors non, c'est une protection du vendeur. Le vendeur, en réponse à la préemption partielle de la SAFER, peut requérir l'emprise sur le tout. Et la SAFER n'a pas alors la possibilité de discuter le prix sur le fondement de l'article L143-10 du Code rural. Finalement, la SAFER ne possède que 2 options. Soit j'achète le tout au prix proposé par le vendeur, soit je renonce définitivement à acheter le bien. Donc ça veut dire que le notaire il doit toujours vérifier le champ d'application du droit de préemption pour décider ou non de réaliser la notification. Ce serait trop simple. Nous sommes en droit rural et le droit rural n'est jamais simple. En fait, le droit de préemption de la SAFER se fonde sur les articles L143-1 et suivants du Code rural, mais nous avons 2 autres dispositions. Les articles L141-1 et L141-1-1 du Code rural, qui disposent que l'on doit notifier à la SAFER toute aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un bien rural. La difficulté, c'est que le législateur n'a pas défini ce qu'était un bien rural. Alors, un immeuble... Il y a plusieurs interprétations alors dans ce cas-là. Alors c'est une question d'interprétation. Les juges ne se sont encore jamais prononcés sur ce point. Nous n'avons que des réponses doctrinales. On a 3 propositions qui sont faites. Première proposition qui se fonde sur une étude de critères fiscaux, civils, ruraux, pour donner une définition matérielle du bien rural. D'autres auteurs estiment que la notion de bien rural renvoie à un critère spatial,
C'est-à-dire que serait un bien rural tout immeuble situé dans une zone rurale. La localisation. Exactement, Ouais. c'est lié à la localisation du bien. Et puis enfin, un dernier courant qui s'appuierait sur un critère fonctionnel. Le bien rural serait le bien qui pourrait être utilisé par la SAFER dans le cadre de ses fonctions définies à l'article L141-1 du Code rural. Aujourd'hui, l'opinion dominante retiendrait plutôt le critère spatial. C'est d'ailleurs la solution retenue conjointement par le Conseil supérieur du notariat et la FNSAFER. Et vous en pensez quoi? Vous trouvez que c'est un peu large ou... Alors, je trouve que cette conception est excessive, car conduisant en fait à reconnaître une obligation générale d'information au profit de la SAFER. Si je me mets du côté du notaire, elle a le mérite de la sécurité. Ouais. Car finalement, le notaire aura juste à vérifier le zonage du bien et pourra dire à son client, parce que le bien se trouve dans telle zone, qu'il faut procéder à une notification auprès de la SAFER. Est-ce que la vente d'une maison d'habitation située en campagne, elle doit faire aussi l'objet d'une notification auprès de la SAFER? Alors ça, c'est un très bon exemple qui illustre cette notification. Et la réponse est, ça dépend. Pourquoi? Si ma maison d'habitation en zone agricole est occupée par un exploitant agricole, c'est un bien agricole, la SAFER a un droit de préemption. Bien entendu, je notifie. Si maintenant ma maison d'habitation est occupée par quelqu'un qui n'a jamais exercé l'activité agricole, c'est pas un bien agricole, mais c'est un bien rural. Parce qu'elle se trouve dans une zone rurale, la zone agricole, je dois notifier à la SAFER, même si celle-ci n'a pas de droit de préemption. Et finalement, quel est le délai qui est applicable à l'obligation de notification? Alors, en fait, dès que le notaire connaît le projet de vente, il devra notifier à la SAFER, et la SAFER a un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification pour exercer son droit. Sachant qu'aujourd'hui, les notifications sont obligatoirement dématérialisées. Il y a une plateforme dédiée. C'est d'autant plus important qu'on ne peut notifier à la SAFER, donc faire courir ce délai de 2 mois, que lorsqu'on aura purgé tous les autres droits de préemption concurrents. On ne peut pas du tout accélérer le délai. Alors la loi ne prévoit pas de mécanisme en ce sens. Néanmoins, les SAFER, et depuis très longtemps, ont pris l'habitude de proposer des réponses rapides. Ces réponses rapides consistent en fait à renoncer à l'acquisition, à la préemption, avant le terme de ce délai de 2 mois. C'est un service qui n'est pas gratuit. Elles font payer pour obtenir une réponse rapide. En 2014, la Cour des comptes avait considéré que ce procédé était illicite, malgré 2 réponses ministérielles en 2017 qui considéraient que c'était le prix normal d'un service. Est-ce qu'il est nécessaire d'attendre la fin de ce délai de 2 mois si la SAFER n'a pas le droit de préemption? Sujet particulièrement sensible. En 2014, le législateur est venu supprimer la distinction entre les notifications valant offre de vente et les notifications valant information. Donc là, c'est plus le notaire qui apprécie. Exactement. Ouais. Les notifications sont simplement déclaratives. C'est la SAFER qui décide si elle a un droit de préemption ou pas, ce qui est une absurdité juridique. Néanmoins, si le SAFER procède à une notification, en estimant et légitimant que la SAFER n'a pas de droit de préemption, il n'est pas certain que la SAFER n'exercera pas son droit de préemption, peut-être à tort. Il ne faudrait pas que le notaire ait conclu une aliénation avant que la SAFER ne préempte, même de manière erronée. Cela engagerait la responsabilité du notaire. En conclusion, dès que je fais une notification à la SAFER, que celle-ci a un droit de préemption ou non, je dois attendre la fin du délai de 2 mois. Merci beaucoup à tous les deux. Mathilde et Franck vont nous rejoindre dans un instant pour parler famille et affaires. Mathilde et Franck, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes tous les deux juristes, consultants au Cridon Ouest
l'un au pôle affaires, Franck, et vous au pôle famille. On va commencer avec la famille, Mathilde. Oui. Avec cette situation, c'est vrai que c'est fréquent dans les exploitations agricoles que des membres de la famille, que ce soit le conjoint ou l'enfant, travaillent de manière sans rémunération, gratuite, on peut dire ça. Oui. Tout à fait. C'est une situation qui paraît assez anodine, mais qui a quand même un effet important lors de l'ouverture de la succession d'exploitants, sous la forme de ce qu'on appelle le mécanisme de salaire différé. Mais vous allez nous expliquer ça en détail. C'est quoi cette créance de salaire différé? Eh bien, la notion de créance de salaire différé est définie à l'article L321-13 du Code rural et de la pêche maritime. Et ce que nous dit cet article, c'est que les héritiers d'un exploitant, les descendants d'un exploitant qui ont plus de 18 ans et qui ont participé directement et effectivement à l'exploitation sans être associés aux pertes et aux bénéfices de l'exploitation et sans percevoir de rémunération, sont légalement réputés être bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Bon, pour le dire plus simplement, c'est une rémunération qui est versée a posteriori pour la participation gratuite d'un membre de la famille et ce salaire, il est perçu au moment de l'ouverture de la succession de l'exploitant. Alors dites-moi comment on calcule cette créance alors? Alors c'est pareil, c'est l'article 321-13 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime qui répond à cette question, qui nous donne une méthode. Donc pour expliquer cette méthode... Donc il y a un calcul précis. Voilà, un calcul précis, tout à fait. Une année de salaire différé est égale à 2 tiers de 2080 multiplié par la valeur du SMIC horaire en vigueur. Mais cet article, il nous dit aussi qu'il y a un montant maximum que l'on ne peut pas dépasser. Et c'est-à-dire que quand on a calculé la créance de salaire différé, elle ne peut pas dépasser 10 années... du montant de la rémunération. Voilà, 10 années de rémunération. Et puis, si le créancier de cette créance de salaire différé est le conjoint survivant, on a une autre méthode qui est un peu moins favorable, qui est de 3 fois le SMIC en ne pouvant pas dépasser 25% de l'actif successoral. Donc, ce qu'on constate quand on regarde ces méthodes, c'est qu'on peut arriver à des montants assez conséquents. Et c'est là, que se catalyse le conflit entre les co-héritiers. Ce fameux CRPM là, dont vous nous parlez tout à l'heure, ce Code rural et de la pêche maritime, il subordonne le droit au salaire différé à une participation gratuite à l'exploitation. Comment on doit apprécier cette gratuité alors? Alors, on l'a vu, quand on calcule, la méthode qu'on utilise pour calculer la créance de salaire différé prend 2 tiers du SMIC. Et le tiers restant, finalement, il correspond aux dépenses de nourriture et d'hébergement, voire un petit peu d'argent de poche au profit du membre de la famille qui a participé à l'exploitation. Et à cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt de la première chambre civile du 16 juillet 1985, est venue dire que même si le membre de la famille a perçu une rémunération, mais qu'elle reste inférieure à ce à quoi il pourrait prétendre au titre de la créance de salaire différé, eh bien, il a quand même droit à la créance de salaire différé. Mais si c'est un peu d'argent de poche? Si c'est un peu d'argent de poche, on va pas en tenir compte. Voilà, on retient deux enseignements de cette jurisprudence. Si c'est une petite valeur qui équivaut à l'argent de poche, on n'en tient pas compte pour calculer la créance de salaire différé. En revanche, si c'est un peu plus conséquent, mais quand même inférieur à la valeur du SMIC, eh bien, on va pouvoir bénéficier de la créance de salaire différé, mais on va imputer qu'on a déjà perçu au titre de la rémunération quand on a participé. Si on prend un exemple, pour un notaire, donc il doit gérer une succession. Eh bien, voilà, on est notaire, on reçoit un client qui nous dit moi j'ai participé à l'exploitation de mon père décédé aujourd'hui et j'ai perçu 350 € par mois pour participer à cette exploitation. Est-ce que c'est une participation gratuite? À l'époque, le SMIC il était de 600 €. Donc ça paraît peu vraisemblable qu'on puisse considérer que c'est de l'argent de poche. Donc, il va pouvoir bénéficier d'une créance de salaire différé puisque c'est inférieur à la valeur du SMIC. Par contre, on va imputer les 350 € mensuels qu'il a perçus sur cette créance imputable au moment de la succession. Et comment on procède lorsque l'actif de succession est inférieur au montant calculé du salaire différé? Alors, théoriquement, la créance de salaire différé, elle se prélève sur l'actif successoral avant tout partage. Mais dans notre cas, on n'a pas d'actif successoral. Et à cet égard, l'article L321-13 toujours du Code rural et de la pêche maritime est venu nous dire que la prise en compte de cette créance de salaire différé dans les parts successorales ne peut pas donner lieu au paiement de soult entre les héritiers. À la charge des co-héritiers. Voilà. Pour le dire plus simplement, ça veut dire que les héritiers ne peuvent pas être
tenu au-delà des forces de la succession. D'accord. Mais il y a une loi, c'est ça, du 4 juin 80, voilà, c'est ça ? et finalement, c'est ce que nous dit la loi du 4 juin 1980, c'est-à-dire que les héritiers, même acceptant purement et simplement la succession, ne peuvent pas être tenus au-delà des forces de la succession. Alors, si l'exploitant il était marié sous le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution au conjoint survivant, qui paye le salaire différé alors ? C'est une bonne question et les difficultés, elles sont arrivées après une décision de la Cour de cassation du 19 février 1985. Et dans cette décision, les juges nous ont dit que la créance de salaire différé était une dette de la succession. Pas de la communauté. Et non, pas de la communauté. Mais dans notre cas, quand on applique le régime matrimonial de l'exploitant, qui est donc le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, la totalité du patrimoine revient au conjoint survivant. Donc on n'a plus d'actif successoral. Une cour d'appel a été questionnée sur ce point et a considéré qu'il s'agissait d'une dette de la communauté. Mais pour autant, on n'a pas eu de pourvoi en cassation, donc on n'avait pas la position de la Cour de cassation. Et puis, la question a été posée à la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2012. Et dans cette décision, les juges de la Cour de cassation nous ont dit c'est une dette personnelle de l'exploitant. Donc on ne contredit pas la décision de 1985, mais pour autant, dans cette situation, c'est une dette de la communauté. Donc concrètement... Donc c'est le conjoint survivant. Voilà, c'est le conjoint survivant en tant qu'attributaire de la communauté qui va être tenu de payer la créance. Et alors pendant combien de temps l'enfant ou donc éventuellement le conjoint peuvent demander le règlement de créance de salaire différé ? Alors, la créance de salaire différé, elle est soumise au délai de droit commun, donc 5 ans à compter du décès de l'exploitant. Maintenant, on le voit souvent en pratique, l'exploitant est parfois marié et souvent on ne règle pas la succession au décès de l'exploitant, on attend que le second époux décède. Et donc, est-ce que si l'époux décède plus de 5 ans après l'exploitant, le créancier peut toujours demander le paiement de sa créance de salaire différé ? On l'a vu, et je le répète, j'ai aussi une décision du 11 juin 1980 qui le précise. C'est une dette personnelle de l'exploitant. Donc, si au moment du décès du conjoint survivant, ça fait 5 ans que l'exploitant est décédé, la dette semble prescrite. Par contre, si les deux époux étaient exploitants, eh bien, la créance, elle va réapparaître dans la succession du conjoint survivant. Très bien. Merci beaucoup Mathilde, c'était parfait, très clair. Merci à vous. Franck, vous êtes d'accord pour parler affaires ? Bien sûr. Eh bien, on parle affaires dans un instant. Alors, en 1970, le législateur a créé 2 mécanismes qui permettent d'assurer la stabilité de l'exploitant preneur sur le fonds qu'il met en valeur. Alors, il y a le bail rural à long terme et le groupement foncier agricole. Il me semble que Denis en a parlé tout à l'heure, GFA. Dans les 2 cas, la mise à disposition s'opère sur une longue durée qui garantit donc à l'agriculteur de ne pas être évincé avant un long délai. Et l'attrait de ce dispositif pour le bailleur, évidemment, s'appuie sur une fiscalité très avantageuse. On va y revenir. C'est quoi alors donc ce GFA ? Le GFA, le groupement foncier agricole, c'est une forme de société civile assez spéciale, parce qu'elle a pour but, le groupement a pour but de créer ou de conserver une exploitation agricole. Même si c'est possible pour le GFA d'exploiter en direct, c'est pas sa vocation première. Souvent, ce qui va se faire, c'est que le GFA va consentir un bail rural à long terme, souvent à un exploitant. Dans ce cas-là, le capital du GFA, il est constitué comment ? Alors, ce que nous dit l'article L322-8 du Code rural et de la pêche maritime, c'est que les apports ne peuvent être que des apports en numéraire ou des apports de biens agricoles, destinés à l'exploitation agricole. Alors, c'est quoi l'atout fiscal du GFA donc, pour le bailleur ? Alors, pour le bailleur, l'atout fiscal, il va se retrouver particulièrement à l'occasion de transmission à titre gratuit. C'est sur le plan des droits de mutation à titre gratuit qu'on va retrouver des avantages, des exonérations liées à la succession ou aux donations. Ça, c'est le Code général des impôts qui le dit. L'article 793 du Code général des impôts qui prévoit en effet une exonération à concurrence des 3/4 de la valeur des biens ruraux ou des parts de GFA, justement. C'est aux 3/4, mais dans une certaine limite. Et exactement. Aujourd'hui, on va avoir 2 seuils existants, un seuil de 600 000 euros ou un seuil de 20 millions d'euros. Donc, exonération à concurrence de 75% de la valeur de ces biens. Ça a évolué, ça, dans le temps, ces seuils-là.
Oui, exactement. C'est la dernière loi de finances pour 2025 qui a modifié les seuils. Ça a été relevé, en fait. Ça a été relevé. Et c'est pour ça qu'on retrouve les seuils dont je viens de parler. On est passé donc de 300 000 à 600 000 et de 500 000 à 20 millions, en effet. Et ça s'applique que pour les baux ruraux? Ça s'applique pour... alors, ce nouveau seuil s'applique... Non, ça s'applique pas pour les baux ruraux. Ça s'applique pour les baux consentis à long terme, les baux à long terme, conclus normalement, selon la loi, à compter du 1er janvier 2025. Exactement. Alors, on a eu justement une incertitude sur la temporalité, sur l'application de cette nouvelle mesure, parce qu'on a eu un communiqué de presse juste après la publication de la loi de finances pour 2025, suivi d'une réponse ministérielle qui finalement est venue dire que ces nouveaux seuils pouvaient s'appliquer même si le bail avait été conclu avant le 1er janvier 2025. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une disposition dans la prochaine loi de finances? On s'attend à ce que la nouvelle loi de finances pour 2026 précise cette temporalité-là. Aujourd'hui, ce que l'on peut se dire, vu la rédaction de la réponse ministérielle, c'est que même si le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025, on pourrait bénéficier, lors des transmissions à titre gratuit, de ces nouveaux seuils. Bon, et cette exonération, elle implique des conditions. Oui. C'est bon, ouais. Des conditions, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y en a toujours. Conditions liées au GFA, au statut du GFA. Les statuts du GFA doivent clairement indiquer les statuts du GFA ne doivent pas lui permettre d'exploiter en faire-valoir direct. Le GFA ne doit pas être exploitant. Ça veut dire qu'il doit y avoir au contraire un bail rural à long terme qui ait été conclu. Et puis il y a aussi une condition liée à la détention des parts. La durée en fait. Au moins que les parts aient été détenues 2 ans avant la transmission, détenues par le donateur ou le défunt. À moins qu'il ait participé à la constitution du GFA. Sauf si, en effet, il participait à la constitution du GFA. Et puis, après la transmission, là, ce sont les donataires ou héritiers qui vont devoir respecter une obligation de conservation. Celle-ci, par principe, elle est de 5 ans. Et puis, si on veut bénéficier du seuil de 20 millions d'euros, lorsque le cas s'y prête, là, la durée de conservation, elle est portée à 18 ans. Bon, et alors, quelles sont les conséquences du non-respect de l'engagement? C'est la déchéance du régime de faveur. Et il y a une question qui s'était posée, et qui a reçu une réponse jurisprudentielle il n'y a pas très longtemps, mais c'était une question qui se posait de longue date. Une instruction ministérielle de 90 évoquait le cas de l'aliénation partielle du bien qui avait été transmis. Est-ce que ça fait tomber ou pas entièrement l'exonération dont on a bénéficié? La réponse, selon cette instruction de 1990, était oui. Mais en 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui est celle qui connaît justement des contentieux et des questions en matière de droit d'enregistrement, en matière de droit de mutation, est venue rebattre les cartes, puisqu'elle a considéré que non, il n'y avait qu'une exonération, qu'une remise en cause partielle de cette disposition. Donc c'est une solution qui était attendue depuis longtemps finalement? C'était une solution qui était attendue depuis longtemps, puisque l'instruction datait de 1990 et la solution de la Cour de cassation est intervenue en juillet 2018. Donc c'est en effet une solution qui permettra aux notaires de rassurer leurs clients. Il y a un doute toujours ou pas, quelque part? Il y a un doute qui subsiste, là, s'agissant de la cession de parts de GFA. Est-ce qu'on peut transposer cette solution aux cessions de parts? Le doute est permis. Est-ce que c'est le seul avantage fiscal, alors? On peut en retrouver un autre, mais sur le plan de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, parce que les parts de GFA peuvent constituer un actif professionnel susceptible d'exonération. Exonération totale, à certaines conditions. Et puis,
même si on ne respecte pas toutes les conditions qui sont prévues par le texte, on pourrait à tout le moins bénéficier d'une exonération partielle d'IFI à hauteur de 75% dans la limite de 101 000 et quelques euros. Donc ça, c'est aussi un avantage fiscal sur le plan de l'IFI, oui, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Et nous, on va retrouver maintenant notre cours d'histoire traditionnelle. On a beaucoup dit que Napoléon était un génie militaire. C'est vrai, mais on oublie qu'il avait une autre passion, l'administration. Oui, le papier, les règles, le classement. L'homme était un chef d'orchestre de dossiers. Quand il regardait un champ, il ne voyait pas seulement du blé. Il voyait un plan, une ligne, une parcelle qui devait être numérotée, rangée, transmise. C'est ainsi qu'est né le cadastre, une sorte de tableur Excel version empire, fait pour que nul ne joue à cache-cache avec la terre. 200 ans plus tard, on a remplacé le bicorne par des acronymes. SAFER, GFA, contrôle des structures. Une armée invisible qui encadre le foncier avec la même rigueur que l'empereur surveillait ses lignes. On pense parfois que tout ça complique la vie. En réalité, c'est l'inverse. Napoléon détestait l'improvisation. Alors la France s'est organisée pour que même les hectares suivent le plan. Allez, on vous propose maintenant une nouvelle rubrique dans Etc. Et Aurélie nous a rejoint. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes gestionnaire de formation à Coform. Oui. Et puis Marc est de retour pour répondre à vos questions dans un instant. Le 31 décembre approche, mais avant de se préoccuper du nouvel an, il faut penser aux formations. Formation, tout à fait. Dans le flux de nos quotidiens, on croit souvent que la formation, c'est un bonus. Mais dans le notariat, c'est un garde-fou. Elle est primordiale pour exercer votre métier au quotidien, non seulement parce que vous appartenez à un ordre, mais aussi parce que le droit bouge tout le temps. Fiscalité, immobilier, famille, rural, succession. Chaque semaine un texte, une jurisprudence, une nouvelle ligne rouge à ne pas franchir. Que vous soyez notaire, collaborateur, la formation, c'est ce qui vous permet de rester juste, pointu et d'éviter l'erreur. Un rappel important, en cette fin d'année, vos budgets sont encore mobilisables. Vous le savez certainement déjà, mais les dispositifs de financement ne se rapportent pas tous d'une année sur l'autre, que ce soit pour le FISPL, les crédits OPCO ou droits collaborateurs, ce qui n'est pas consommé part souvent fumé au 31 décembre. Au Cridon Ouest, pour répondre à vos besoins de formation, nous avons créé un organisme de formation qui vous est dédié. Depuis septembre dernier, vous pouvez retrouver vos experts juristes Cridon chez Coform. Une adresse à retenir pour vos formations, coform.fr. Merci beaucoup Aurélie, vous restez avec nous puisque tout à l'heure vous nous donnerez le programme des formations pour le début d'année prochaine. On répond maintenant à vos questions avec Marc. Marc, on part dans le Cher si vous voulez bien, où un notaire nous interroge suite à la transformation d'une exploitation agricole individuelle en EARL unipersonnelle. Est-ce qu'il est nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation d'exploiter au nom de la société ? Alors la réponse est aujourd'hui tranchée. Par principe, une autorisation d'exploiter personnelle et nominative, elle ne peut pas être transmise. Quand c'est une société qui exploite, l'autorisation d'exploiter doit être obtenue à son nom. Cependant, depuis une loi du 23 février 2005, quand on transforme une exploitation individuelle en société, que l'exploitant est le seul associé exploitant dans cette structure et qu'il n'y a pas d'augmentation de la surface exploitée, une nouvelle autorisation d'exploiter n'est pas nécessaire. Donc en l'occurrence, dans le dossier présenté, si ces critères sont réunis, il n'est pas nécessaire de solliciter de nouveau une autorisation au préfet. Un notaire du Morbihan nous interroge dans le cadre d'une opération de vente d'un immeuble rural au preneur en place. La SAFER lui impose de lui communiquer un engagement du preneur-acquéreur d'exploiter personnellement le bien pendant 9 ans afin d'assurer la régularité de la notification. Est-ce que c'est une demande justifiée ? Alors il s'agit là d'un sujet particulièrement sensible. Le preneur à bail rural est un acquéreur prioritaire par rapport à la SAFER, du moins quand son bail a plus de 3 ans. Donc nous sommes tenus de faire une notification à la SAFER, mais celle-ci ne peut pas préempter. Pour autant, depuis quelque temps, les SAFER exigent un engagement d'exploiter du preneur pendant au moins 9 ans et considèrent que la notification n'est pas régulière à défaut de cet engagement.
Cette demande est totalement injustifiée sur le plan juridique. Tout d'abord, le Code rural ne prévoit qu'une obligation d'exploiter pendant 9 ans et nullement un engagement d'exploiter pendant 9 ans. D'autre part, à défaut d'exploitation pendant ce délai minimal de 9 ans, il n'y a qu'une sanction qui est prévue et qui vise ou permet à l'acquéreur évincé de solliciter des dommages et intérêts. Aucune sanction n'est énoncée au profit de la SAFER. Il serait dommage que les SAFER puissent, par le biais de logiciels ou de formulaires, créer des droits qui n'existent pas. Alors probablement, dans le dossier exposé par le notaire, la SAFER a dû dire « Le délai de 2 mois qui m'est attribué n'a pas commencé à courir, votre notification est régulière. » À mon sens, le notaire doit considérer que la notification est régulière et si la SAFER n'a pas répondu dans ce délai de 2 mois, il peut passer la vente au profit du preneur. Une réponse ministérielle a été publiée le 13 novembre 2025. Malheureusement, elle est très ambiguë et laisse supposer que ces exigences des SAFER seraient régulières, mais je pense qu'il s'agit d'une interprétation maladroite, voire inexacte du Code rural. Un notaire de Vendée nous interroge suite à la vente d'une propriété dont une partie consiste en une maison d'habitation située en zone U, vous avez parlé tout à l'heure, et l'autre partie en un terrain non bâti situé en zone N. La SAFER impose une ventilation du prix entre ces 2 fractions de l'immeuble. Là aussi, est-ce que c'est une demande justifiée? Le droit ne prévoit aucune procédure particulière concernant la notification en pareille hypothèse. Les commentateurs, d'ailleurs à juste titre, disent on peut ventiler le prix, on peut notifier le prix global. Me semble-t-il, il est essentiel, crucial pour le notaire de ne surtout pas ventiler le prix au risque d'engager sa responsabilité. Si le notaire notifie pour le prix global, la SAFER qui ne veut préempter que le terrain qui est situé en zone naturelle, va, elle, proposer un prix. Le vendeur aura alors les options qu'on a évoquées tout à l'heure. J'accepte, mais je demande une indemnisation ou je demande à la SAFER d'acquérir le tout. Si jamais le notaire a procédé à une ventilation, la SAFER très simplement va dire « j'achète le terrain nu qui est préemptable pour le prix que vous me proposez ». Le vendeur perd toutes ses options. Et il pourrait reprocher au notaire de lui avoir supprimé ces mécanismes de protection en procédant à une ventilation qui n'est pas imposée par les textes. Donc le notaire ne répond pas à l'exigence de la SAFER. Il ne faut surtout pas que le notaire réponde à cette exigence en précisant qu'elle n'est pas imposée par la loi et qu'il risque, s'il répondait à cette demande, d'engager sa responsabilité. Merci beaucoup. Place maintenant à vos formations en pratique. Alors Aurélie, quel est le programme des formations à venir? Ce sera pour le début d'année prochaine, 2026. C'est ça, tout à fait. Donc 3 formations incontournables à venir parmi les prochaines dates. Alors la première, le 8 janvier prochain, Yvan vous parlera de la fiscalité des SCI. Les SCI, une thématique qui revient souvent dans vos offices, qui cristallise souvent des arbitrages fiscaux pour vos clients ou des questions autour de l'IS et de l'IR. C'est typiquement une formation conçue pour vous simplifier la vie. On y revoit l'essentiel, les apports, les régimes d'imposition IR-IS, la TVA, l'IFI, les augmentations et réductions de capital, les cessions de parts et toute la pratique autour du démembrement jusqu'à la dissolution. Bref, Yvan y fera un tour complet du cycle de vie fiscale d'une SCI. Formation parfaite pour sécuriser vos actes et répondre plus vite aux clients. La deuxième formation, dispensée par Christophe le 22 janvier prochain, parlera de quasi-usufruit, réversion d'usufruit et pratique notariale. Un sujet technique, mais que vous croisez tous les jours en études. Succession, protection du conjoint survivant, clause de réversion, dette de restitution, vente de biens démembrés. La formation fait le tour de l'usufruit successif, sa durée, sa publicité, le régime fiscal à l'ouverture, les conventions de quasi-usufruit, les impacts en matière d'IFI. Si vous cherchez une formation qui apporte des solutions pragmatiques pour vos dossiers sensibles, c'est celle-ci. La petite dernière, enfin, mais pas des moindres, celle du 3 février sera donnée par Denis et traitera du DPE, audit énergétique et vente d'immeubles.
Avec les évolutions réglementaires, la pression sur la performance énergétique et les contraintes liées à la vente de passoires thermiques, c'est devenu un incontournable. En une demi-journée, vous repartez avec la compréhension des enjeux juridiques, le régime du DPE et de l'audit énergétique, les obligations selon les immeubles, la validité des diagnostics, les sanctions et comment conseiller vos clients avec précision. Si vous intervenez sur des ventes complexes, c'est une formation qui est très utile pour être au clair et éviter les mauvaises surprises. Et au-delà de cette sélection, Coform vous propose d'autres formations pour bien démarrer la nouvelle année qui approche à grands pas. Pour finaliser vos inscriptions ou trouver la session la plus utile pour vous, n'hésitez pas à me solliciter via le site internet coform.fr. Je suis là pour vous accompagner. Merci beaucoup. On a vu effectivement les thématiques des formations s'afficher. Merci beaucoup Aurélie. Merci Marc. Merci à tous les chroniqueurs de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour le prochain numéro. On parlera du notaire et du partage. À bientôt.